Si vous vous posez des questions comme comment présenter ma pratique sans paraître trop perché, ou comment interpréter cette carte, ou encore comment réussir à trouver des clients pour quitter mon salariat, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la Lecture Obscure, le podcast qui mêle tarot et business. Je m'appelle Gaëtan, je suis tarologue et formateur, et ce podcast a été conçu pour vous aider à vivre de votre activité dans le milieu du bien-être. Et si vous êtes tombé sur cet épisode, on n'a qu'à dire que c'est l'univers qui vous envoie un message. Alors installez-vous bien et on est parti pour l'épisode du jour. Hello et bonne année 2026. Ça y est, on a quitté cette année 9 pour entamer cette année 1. On va l'entendre de tous les côtés, je pense, tout au long de cette année. Nous sommes dans une année 1, c'est-à-dire une année de nouveau départ, une année de commencement, une année de début de nouveaux cheminements. Et avec cette année 1, eh bien, c'est une année propice aux bonnes résolutions, mais nous verrons ça plus tard dans cet épisode, puisque dans cet épisode, nous allons revenir sur la série que nous avions déjà entamée avec les arcanes majeures du tarot et leur regard sur la vie d'entrepreneur, et nous nous étions arrêtés sur la carte de l'empereur. Alors maintenant, passe au 5e arcane majeur, la carte du pape ou du hiérophante pour ceux qui suivent la tradition du Rider-Waite-Smith. Donc nous observerons dans cet épisode la carte du pape, mais pas seulement, nous allons aussi nous pencher plus en détail sur les valeurs d'entrepreneur et tout particulièrement sur la charte éthique de l'entrepreneur, des entrepreneurs, ou plutôt les chartes éthiques en fonction de chaque entrepreneur. Et ce n'est pas tout, puisqu'on va aussi reprendre le traditionnel tirage de fin d'épisode. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un tirage assez particulier autour des résolutions, donc restez vraiment jusqu'au bout. Ça marche là ? Oui, ça marche, ça va. Alors, est-ce que tu as pris une bonne résolution pour ton entreprise pour 2026 ? Alors oui, et uniquement pour mon entreprise. J'ai pris la résolution de enfin écrire et publier mon livre. Alors de base j'en avais pas, mais du coup je me dis que pour 2026 ça serait bien que je me crée, parce que j'en ai pas encore, un vrai réseau professionnel et que je commence mes démarches pour ouvrir un plus grand labo et une plus grande structure. Oui, ma bonne résolution pour 2026, c'est de développer la photo argentique dans mon activité. Alors, l'objectif pour 2026 pour mon entreprise, c'est déjà de bien continuer ma communication pour vraiment être une vitrine et être vue. J'arrive maintenant à accepter l'idée d'être vue en tant qu'individu pour qu'on m'associe à ce que je fais. Alors, est-ce que tu as pris des résolutions pour ton entreprise en 2026 ? Ah bah oui, complètement quand même. Qui n'en prendrait pas ? Je suis bien d'accord avec ces propos. Pour rappel, moi je m'appelle Gaëtan Ballester, je suis tarologue et entrepreneur et j'accompagne des professionnels, notamment dans le milieu du bien-être, à se positionner, à comprendre qui ils sont, qui ils visent avec leurs prestations et comment le faire de façon judicieuse afin de pouvoir vivre de leur activité. Et d'ailleurs, en 2026, j'ai déjà commencé à prendre quelques petites résolutions, comme limiter le nombre d'accompagnements que j'ouvre tous les mois. Maintenant, je n'ouvre plus que 2 places par mois afin de pouvoir continuer à pouvoir accompagner les entrepreneurs avec tout le respect, tout le sérieux, tout l'engagement, toute la concentration que je veux leur accorder à chacun et à chacune. Bref, je ferme la parenthèse et on commence l'épisode avec ce regard sur le pape. La carte du pape, je vais vous la décrire. On a ce vieux monsieur avec une barbe qui porte des vêtements de cérémonie. Et face à lui, il y a un détail que l'on retrouve dans le Nicolas Convert, donc l'image du tarot de Marseille qu'on se fait le plus. L'image, par exemple, que l'on va retrouver dans le grand tarot de Marseille ou le tarot de Marseille de chez Grimaud, on a un pape, mais devant lui, on a 2 fidèles qui sont de dos, qu'on a un peu du mal à deviner si on ne les décrit pas comme des fidèles explicitement. Donc, le pape, il s'adresse à un auditoire, il s'adresse à un public, et un prêtre dans une église, il s'adresse à ses fidèles. Il s'adresse au sein d'un espace chargé de tout un décorum et aussi d'une multitude de codes
c'est-à-dire l'autel, la nef, le chœur, enfin, il y a toute une cérémonie et il s'adresse à son public, ses fidèles, en leur prodiguant des sermons, en leur partageant des paraboles, en célébrant aussi des célébrations du type mariage, baptême, mais aussi des adieux. Donc le prêtre est là à tout moment de la vie, le pape est là, qu'importe les événements qui cheminent dans notre existence, et quel lien on peut en faire avec la vie d'entrepreneur? Parce que c'est aussi ça l'objet de ce podcast, c'est pas juste de vous décrire les cartes, il y a plein d'autres ressources pour faire cela et je pense que je pourrais vous recommander par exemple le livre Histoire du tarot d'Isabelle Nadolny dont je vous ai déjà parlé, mais vous avez par exemple le manuel du tarot de la sorcière moderne de Jade Providenza, aka Sorcière urbaine sur Instagram. Euh, mais dans ce podcast, on parle de la vie d'entrepreneur. Et donc, quel lien on va pouvoir faire entre ce pape et l'entrepreneuriat? Eh bien, dans nos vies d'entrepreneurs, on peut interpréter le pape de plein de façons différentes. Déjà, il a ce côté pédagogue. Et quand on est professionnel, on se doit d'avoir cette pédagogie, même lorsqu'on ne forme pas forcément. Parce que pour expliquer notre offre à un client, on se doit peut-être de vulgariser certains points, peut-être de comprendre aussi comment le potentiel client ou prospect euh, a besoin qu'on lui explique, a besoin qu'on lui souligne les bénéfices de notre offre. Donc, il y a cette posture de pédagogue que l'on se doit d'adopter lorsqu'on est un professionnel. Par exemple, lorsque je parle de mon accompagnement stratégie et vision, en fonction du profil qui est en face de moi, donc l'accompagnement stratégie et vision, c'est mon accompagnement signature où j'accompagne des entrepreneurs à se positionner et à communiquer, eh bien, parfois, je vais expliquer les bénéfices en termes de clients que cela vous permet de, de débloquer, les nouvelles acquisitions clients que cela va vous permettre d'acquérir. Mais par rapport à d'autres profils, on va plutôt parler sur l'identité visuelle qu'on va faire germer au sein de cet accompagnement afin de communiquer sur vos propres réseaux sociaux. Et puis, pour d'autres, on va parler davantage de la stratégie, donc le côté structurant de cet accompagnement, afin de se donner une ligne directrice et moins virevolter de gauche à droite. Je vais adapter, comme vous le voyez, mon discours, ma présentation à mon public qui est en face. Donc, le pape, un bon pédagogue, donc l'empereur qui se reconnaît dans le pape, ou en tout cas qui travaille avec le pape, travaille sa pédagogie. Par exemple, hier, j'ai passé l'après-midi avec Marie Beaublin. Marie Beaublin, elle est formée en astro, mais aussi en human design, et elle me présentait quelques notions du mind design, et bien plus que juste me dire le mind design, ça te permet de faire ça, ça, ça. Elle m'expliquait le fonctionnement de cette méthode qui, si vous ne le connaissez pas, est purement passionnant et je pense l'inviter au micro de ce podcast afin de vous en parler directement. Et le fait qu'elle me l'ait expliqué de cette façon-là, ça a fait germer des idées en moi et j'ai commencé à entrevoir une possible collaboration entre nos deux champs de compétences. Donc voilà, elle s'est positionnée avec un discours peut-être à la frontière de la formation, et cela m'a permis de la rejoindre, d'être embarqué par son discours et d'être convaincu. Et c'est bien sûr assez important de convaincre ses prospects, ses potentiels clients, pour qu'ils passent, qu'ils enclenchent le comportement d'achat. Donc là, c'est un des champs que l'on peut observer dans la vie du pape entrepreneur, mais ce n'est pas le seul. Le deuxième aspect du pape entrepreneur, c'est sa morale.
Alors pourquoi je vous parle de morale et d'entrepreneuriat? Pour certains, on va totalement dissocier les deux. Il y a d'un côté le cadre légal, l'entrepreneur, la vie pro, et d'un côté la vie perso et notre sens moral et nos valeurs. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que euh, quand on parle de morale, on parle de règles qui dépassent la loi humaine et dans l'entrepreneuriat, parmi notamment ceux qui m'écoutent, on est nombreux à agir dans le domaine du bien-être et donc à avoir un cadre légal assez flou. Mais je développe, vous allez me comprendre. On va commencer par parler des professions qui sont conventionnées. Alors, qu'est-ce que c'est une profession conventionnée? C'est une profession qui doit répondre d'un diplôme, qui s'inscrit dans un cadre légal, qui doit suivre une déontologie. Et si certaines de ces notions ne sont pas bien respectées, il peut y avoir des sanctions possibles, comme par exemple l'interdiction pure et simple de continuer à pratiquer cette profession. Pour illustrer les professions conventionnées, on pense par exemple aux psychologues, aux sages-femmes, aux ostéopathes, aux kinés. Il y en a beaucoup, 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 puisque généralement c'est un peu la majorité des professions dans le domaine de la santé. Et puis après, on ira voir les professions non conventionnées. Mais il y a des entre-deux, comme notamment l'activité de sophrologue, parce qu'il y a des formations reconnues par le RNCP, c'est le répertoire national des certifications pro, ce qui fait que l'activité de sophrologue, mais aussi par exemple d'hypno-praticien, pour certains, se voit remboursée par certaines mutuelles. Donc l'activité de sophrologue, c'est une activité qui est plus ou moins conventionnée, et je ne veux pas dire une bêtise, donc s'il y a des sophrologues qui m'écoutent, et je sais qu'il y en a qui m'écoutent, n'hésitez pas à enrichir mon explication en commentaire. Mais voilà, on n'est pas dans une profession conventionnée comme l'activité de sage-femme, mais on n'est pas totalement dans une activité non conventionnée comme les activités qu'on va avoir tout de suite, énergéticien, magnétiseur, naturopathe, tarologue, qui là, pour le coup, ne peuvent pas ou très peu se référer à un cadre légal extérieur et doivent créer leur propre cadre en interne, en autonomie. Selon une réponse parlementaire, il y aurait dans le bien-être et les soins non conventionnels 200 000 emplois. 200 000 personnes qui doivent décider par eux-mêmes, plus ou moins, quelle est leur charte éthique. Et parmi ces 200 000 personnes, bien malheureusement, pas tous prennent le temps de définir cette charte éthique. Mais je le comprends, puisque moi j'ai attendu 1 an et demi après m'être lancé professionnellement pour me demander, tiens, c'est quoi ma charte éthique? Elle n'était pas écrite, j'avais un sens moral comme tout à chacun, mais il n'était pas inscrit noir sur blanc. Et le risque lorsqu'on ne l'écrit pas noir sur blanc, c'est que bah, nos valeurs, nos principes et nos volontés, puisque c'est ce qu'on va retrouver dans notre charte éthique, ça peut bouger, ça peut fluctuer. Et on peut avoir du mal aussi à comprendre les limites, les frontières de ce cadre. C'est pour ça que depuis le temps, j'ai défini ma charte éthique et c'est ce que je vous invite à faire. Mais plus qu'une invitation jetée en l'air, sous ce podcast, vous allez trouver un prompt à utiliser sur ChatGPT afin de commencer à créer votre charte éthique. Ne criez pas au scandale, ce prompt, il n'est pas là pour que vous obteniez une charte éthique en 2-3 clics, c'est plutôt pour vous créer une charte tuteur. D'ailleurs, vous découvrirez en validant ce prompt et en l'ayant complété un titre ébauche de charte éthique, puisque ensuite, il faudra la retravailler et l'affiner par rapport véritablement à votre profession, à votre centre d'activité, à votre clientèle, à votre morale. Mais néanmoins, voilà, moi je vous fais ce petit cadeau. C'est un prompt à copier-coller, à compléter. Vous l'envoyez sur ChatGPT. Et bien sûr, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça me fera plaisir de savoir qu'il vous est utile. Mais je vais aussi vous expliquer du coup pourquoi faire cette charte éthique. Donc dans un premier temps, ce sera pour clarifier pour soi, comme je vous l'ai dit, quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes, quelles sont vos volontés. Rien que de le mettre à l'écrit, de le voir noir sur blanc,
ou utiliser les couleurs de votre identité visuelle, je m'en fiche. Cela va vous permettre d'avoir une vision bien plus claire de votre positionnement et de votre déontologie. D'autre part, ça va renforcer votre confiance. Je pense que ça nous arrive tous à un moment donné dans une interaction de se demander si on a bien agi ou non. Se replonger dans sa charte éthique, ça permet de vérifier si on a tout fait d'une façon qui nous respectait et respectait potentiellement la personne, le client ou la personne qui était en face de nous. Ensuite, définir cette charte éthique, ça va vous permettre de vous offrir une sécurité et une protection. Pas de problème de fausses promesses. Alors, pas de problème de fausses promesses, qu'est-ce que j'entends par là? Je suis tarologue. Lorsque des personnes prennent rendez-vous avec moi, il pourrait y avoir la croyance que je vais proposer des séances de voyance, de la divination. Et si la personne s'en rend compte au moment du rendez-vous que ah ben non, moi c'est pas ce que je propose, moi je propose des accompagnements plutôt psychologiques, introspectifs, il peut y avoir une déception. Et néanmoins, dans ma charte éthique, c'est bien expliqué noir sur blanc que je ne propose pas de séance de voyance. Il y est dit ce que je propose et ce que je ne propose pas. Et il y est également dit que je n'accompagne pas sur la thématique de la santé. Et cela, je l'explique dans ma charte éthique, le pourquoi et le fait que je ne le fasse pas. De ce fait, je n'ai pas la problématique d'avoir quelqu'un qui prend rendez-vous avec moi pour me poser une question par rapport à une opération et ça évite des déceptions. Cela évite également les fausses projections sur la pratique. Je connais plusieurs astrologues et en astrologie, il y a une diversité de propositions de séances tout à fait exceptionnelles. Et pour certains qui vont proposer une astrologie bien plus, comment dire, de l'ordre du divertissement, puisque légalement c'est dans ce cadre-là qu'elle s'inscrit, donc une astrologie plutôt divinatoire. Et il y aurait des astrologues qui proposeraient une astrologie plus dans le cadre du coaching. Donc c'est sans aucun jugement de valeur, je le rappelle, c'est plus là par rapport à des statuts d'État, à des déclarations légales, où est-ce qu'on se positionne pour une pratique et pour l'autre. Quand on voit le titre d'astrologue, on ne sait pas où sur ce marché d'activité se positionne le professionnel. L'inscrire dans la charte éthique, ça permet d'éviter toute projection dans la pratique. Et donc, vous le comprenez, ça évite aussi des problèmes puisque ça offre un cadre de clarté, notamment pour les masseurs qui sont les masseurs bien-être, par exemple, qui sont des activités non conventionnées. Préciser que le massage se fait de façon vêtue, plus ou moins, dans votre charte éthique. Cela évite des incompréhensions et des problèmes potentiels suite au rendez-vous. Donc la charte éthique, ça vous sécurise vous, puisque ça vous protège de certains litiges, mais ça sécurise aussi vos clients, et ça je vais vous l'expliquer avec la deuxième partie de la charte éthique. Où est-ce qu'on l'utilise? Parce que c'est bien beau de vous dire non, concevoir une, mais on en fait quoi une fois qu'elle est conçue? Il y a 2-3 endroits où la charte éthique, à mon sens, peut être pertinente d'être distribuée. Premièrement, votre site internet. Ça semble un petit peu évident, mais tout comme on mettrait des mentions légales en bas de page de votre site internet, vous pouvez ajouter un onglet charte éthique, et cela, ça peut offrir aux personnes qui découvrent votre offre une compréhension peut-être un petit peu plus factuelle de votre façon de procéder, de ce qui va se retrouver durant la séance, et surtout de ce qui va ne pas se retrouver durant la séance. Donc, le site internet, c'était le plus évident, c'est pas le seul endroit. Les réseaux sociaux ensuite. Les réseaux sociaux, il y a le lien dans votre bio, donc ça peut être sur n'importe quel type de réseau social. Si vous avez un Linktree, ça peut être un onglet sur votre Linktree. Donc reprenons avec un réseau social qu'on connaît, je pense un peu tous, Instagram. Dans votre bio Instagram, à même votre bio, un lien qui mènerait vers votre charte éthique, ou bien un lien vers votre Linktree
avec votre charte éthique. Mais par exemple sur Instagram, ce n'est pas le seul endroit. Vous pouvez aussi l'utiliser dans des stories à la une, avoir une série de stories à la une qui présente votre charte éthique. Pourquoi c'est intéressant? Quelqu'un qui vous découvre via une vidéo, via un carrousel, via un réel, eh bien, en découvrant votre compte, elle a très vite accès à vos valeurs, à vos, euh, votre sens moral et surtout, enfin, votre façon de travailler. Et ça renforce la confiance que cette personne qui vous découvre souhaite vous accorder. Et enfin, ça c'est un petit peu plus original, je ne l'applique pas encore, mais j'y réfléchis de plus en plus, donc je vous le partage même si c'est pas encore totalement maturé chez moi. C'est d'en créer un support imprimé pour les salons. En salon du bien-être, on n'est pas toujours face à aux visiteurs. On est parfois en conférence, parfois en rendez-vous, et d'avoir un support imprimé pour que les visiteurs puissent lire notre charte éthique, ça peut les aider à prendre leurs décisions au sein du salon pour voir s'ils veulent être accompagnés avec nous ou avec un autre praticien du salon. Je trouve que ça peut être pertinent, même si je ne vais pas vous cacher qu'en salon, euh, la chose la plus sympathique, c'est quand même d'échanger de vive voix avec les visiteurs. Mais bon, lorsqu'on est en rendez-vous avec quelqu'un d'autre, lorsqu'on anime une conférence, on ne peut pas échanger avec les visiteurs, donc autant leur proposer ce petit support qui ne peut être qu'un plus. Revenons-en au pape et à la posture d'entrepreneur. Il y a un dernier point que j'ai un petit peu évoqué là en vous présentant la charte éthique, mais je voulais vraiment mettre un mot dessus, c'est l'alignement du pape. Alors le mot alignement, être aligné, je crois que je peux plus me le voir parce que il est utilisé à tort et à travers, et je n'incrimine personne, je fais aussi partie des personnes qui utilisent à tout va le terme être aligné, mais voilà. Le pape, en quoi il est aligné? Le pape, sa profession, c'est prêtre, c'est homme d'église, et il quitte jamais pleinement son habit, son rôle, son titre. Même au-delà de sa cérémonie, il est toujours dans sa fonction. Et en tant qu'entrepreneur, plus que jamais, notre RSE, notre responsabilité sociale de l'entreprise, surtout lorsqu'on est dans du personal branding. Donc le personal branding, c'est le fait de représenter par notre visage, par notre nom, par notre identité, notre entreprise. Nos valeurs, elles doivent s'étendre à nous-mêmes. Et lorsque vous communiquez avec votre entreprise sur du consommer mieux, sur du respecter la nature, soyez dans un respect du cycle des saisons, soyez dans une écoute des énergies, de l'univers, et qu'à côté de ça, vous consommez en pagaille sur des sites un peu caca, j'ai pas trop de vocabulaire pour n'en citer aucun, mais je pense que vous avez l'image. Ça ternit l'image de votre entreprise, ça ternit l'image de votre façon d'entreprendre, et c'est pas ouf. Il y a quelques années, lorsque j'étais plus dans le domaine de l'édition, je me souviens que il y avait des auteurs, des petits auteurs indépendants, qui recevaient en pagaille des livres d'Amazon. Et Amazon, on peut en dire ce qu'on veut, ça fait travailler quand même beaucoup de personnes, mais néanmoins, c'est un concurrent majeur des petites librairies de quartier, et c'est le principal contributeur de l'effondrement de ces petits commerces. Or, lorsqu'on est dans le domaine du livre, on souhaite que les librairies continuent à perdurer. Et lorsque des personnes faisaient des hauls, donc l'arrivée le déballage de colis titanesques remplis de livres, et qu'on voyait en très grand estampillé Amazon, ça posait quelques soucis éthiques, puisque ces petits auteurs souhaitaient être distribués dans des petites librairies, et en même temps, ils ne soutenaient pas le modèle économique de ces petites librairies. Vous voyez le côté paradoxal qui fait que leur discours était dissonant, et leur discours perdait en force, perdait en crédibilité. Donc le pape, avec son alignement, il nous rappelle que les valeurs de notre entreprise,
il faut qu'elles nous correspondent à nous aussi, profondément. On n'est pas là pour porter des valeurs qu'on ne vit pas, ça ne fait pas sens. Et si par exemple, vous avez pas du tout l'amour des balades en pleine forêt, parce que on n'est pas tous fans de faire des balades en pleine forêt, vous n'avez pas à vous imposer ça pour vos réseaux sociaux, vous n'avez pas à porter un masque pour votre entreprise, soyez dans l'authenticité, soyez alignés et clairement, si votre grand plaisir, c'est d'aller dans une immense galerie marchande le week-end, faire les magasins en pagaille et en même temps vivre votre spiritualité à votre façon, il y aura un public qui se reconnaîtra en vous et qui kiffera aller à Nature et Découverte, aller aux Galeries Lafayette et y voir des choses spirituelles. Soyez alignés avec vous-même, ne faites pas semblant juste pour correspondre au modèle dans lequel vous pensez devoir vous inscrire. Les balades en forêt, beaucoup de gens aiment ça, mais pas tous, et vous n'êtes pas obligé d'en faire partie. Je me rends compte que j'ai quand même beaucoup digressé autour de ce pape, mais j'espère que cela vous aidera à commencer l'année 2026 du bon pied. Et maintenant, on va commencer cette année 2026 avec un tirage autour des valeurs et des résolutions. Alors, comment faire ce tirage? Vous allez prendre votre jeu de tarot, un jeu de tarot si possible, un Rider-Waite-Smith, même si vous n'avez qu'un Marseille, très bien, mais on va interpréter aussi les arcanes mineurs. Pour ce faire, vous allez prendre votre paquet, séparer les arcanes majeures, et puis séparer les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. On a donc 5 petits paquets qu'on mélange chacun de son côté, et on commence à tirer une carte du premier paquet, puis du second, puis du troisième, puis du quatrième, et puis du cinquième. Ce qui fait qu'on a les grandes valeurs, la grande valeur de notre année, c'est la carte avec l'arcane majeure. Puis, on va avoir le bâton, qui est la résolution de ce qu'on doit faire. Puis, l'épée, la résolution d'une chose à penser en 2026. Puis, la coupe, la résolution de ce qu'on doit ressentir en 2026. Et enfin, la résolution du denier, ce qu'on doit avoir en 2026. Ok, je suis allé un petit peu vite, je récapitule. Vous séparez votre jeu en 5 paquets, arcane majeure, bâton, épée, coupe et denier. Vous tirez une carte de chaque paquet et vous obtenez 5 résolutions pour 2026. Et je vous partage les miennes. Alors, dans les arcanes majeures, j'ai obtenu la carte de la tempérance. Et tout d'abord, j'ai vu cette carte de la tempérance et je me suis dit, mince, c'est un petit peu tranquille. Ma résolution, peut-être, de 2026, c'est d'aller dans la tranquillité. Et j'ai repensé à quelque chose autour de la tempérance, qui est une carte de communication, mais qui est dans une communication calme, dans une communication presque passive. Il y a du compromis dans cette carte. Et peut-être qu'en 2026, je vais avoir à faire beaucoup de compromis, à travailler, à faire des compromis. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé, puisque je vous l'ai dit, je continue à faire mon accompagnement stratégie et vision, mais j'ai aussi accepté que pour continuer à le faire de la bonne façon, il fallait que je limite les inscriptions à 2 places par mois. Donc voilà, mon grand compromis, ma grande résolution de 2026, ça va être de réussir à faire des jolis compromis où je ne me perds pas, mais aussi où je trouve des issues qui me conviennent et qui conviennent au maximum à moi et aussi à mon foyer, à ma vie personnelle, à ma vie professionnelle, tout comme ma vie personnelle. Allez, maintenant on va voir la résolution de bâton, donc la résolution que je dois faire en 2026. Et j'ai le 5 de bâton. Ce 5 de bâton, c'est 5 personnes qui semblent se battre un petit peu, en tout cas essayer d'en découdre pour relever leur bâton le plus vite possible. Donc il y a quelque chose autour de la compétition. Et je pense qu'en 2026, ma résolution, ça va être d'oser aller vers la compétition, d'aller affronter d'autres personnes.
Peut-être que ça va être en faisant des concours, peut-être que ça va être en allant sur des marchés où je ne suis pas en accord avec d'autres personnes, ou sans être dans un désaccord, puisque là, on serait plutôt avec une carte d'épée. Je, je, je dois oser en découdre. Je dois oser la compétition. Je vais aller sur des espaces où on ne m'attend pas, des espaces où on ne m'a pas encore donné ma place, mais où je vais aller la chercher. La résolution sur la chose à penser avec l'épée, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, pour moi, elle est toujours dans l'exigence. Mais ici, j'y vois oser poser mes limites. En 2026, ma résolution, c'est d'oser poser mes limites. Dire non, dire ça, je ne le fais pas. Je comprends pourquoi vous me le demandez, je comprends pourquoi vous voudriez que je le fasse, mais je ne le fais pas. Avec la résolution de coupe, c'est ce que je vais ressentir, ce que je dois ressentir en 2026. Et j'ai encore une reine, la reine de coupe. Et la reine de coupe, elle est dans l'empathie. Ma résolution en 2026, c'est de réussir à concilier les temps d'empathie et les temps de challenge. Oui, il y a des temps où je vais être là avec vous, à vous écouter, à comprendre ce que vous ressentez et à ce qu'on échange ensemble en profondeur, à être dans l'empathie et l'écoute. Mais il y a aussi des temps où je vais vous mettre des coups de pied aux fesses, où je vais vous faire avancer. Et en 2026, oser mettre mes limites et être dans cette empathie, ça montre bien que ma résolution, c'est de réussir à faire les deux. Enfin, ma dernière résolution, celle de denier, c'est la chose à avoir en 2026. Et j'ai un 9 de pentacle, et le 9 de pentacle, c'est cette femme qui est dans un jardin avec plein de deniers autour d'elle. Elle est seule dans sa réussite, elle a réussi à entreprendre, elle a réussi à avoir tout plein de pépettes autour d'elle. Bah oui, ma résolution de 2026, c'est être indépendant financièrement tout au long de cette année et pour les années futures, être dans cette croissance autonome. Oui, c'est ce que je me souhaite, c'est ma résolution 2026. Waouh. Je sais pas vous, mais je trouve que ce tirage, il est super chouette. Alors, bien sûr, quand je fais ces interprétations, je me demande toujours, est-ce que vous, ça vous parle parce que je tire les cartes pour moi à ce moment-là. D'ailleurs, si pour de prochains épisodes, vous souhaitez que je fasse le tirage pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est d'ailleurs le moment où je vous rappelle que c'est super important pour moi que vous mettiez des petits commentaires sous mes vidéos de podcast, sur le podcast aussi sur Spotify, mettez une note, abonnez-vous, soutenez la lecture obscure, puisque ça m'aide, ça permet à ce podcast d'être entendu par un maximum de monde. Donc si vous pensez que cet épisode ou que ce que je dis dans cette émission serait intéressante pour d'autres entrepreneurs, eh bien je compte sur vous, un petit cœur, un petit partage, ça aide toujours. Et puis moi, ça me permettrait de commencer l'année avec encore plus d'énergie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2026. Si vous faites ce tirage, j'aurai énormément de plaisir à entendre vos belles résolutions pour 2026. Et je vous souhaite une très bonne année à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.